pense que les gens croient plus en toi que le projet. Ben oui. Je pense que le produit numéro 1, c'est moi et ma femme. Ouais. Ils nous voient, ils voient qu'est-ce qu'on fait, ils voient vraiment notre vision. Et par la suite, les chiffres qui parlent. Ouais. C'est là qu'on est capable de mettre la boucle. Puis je te dirais, j'étais dans une impasse, Sophia, que c'est soit que j'y vais vraiment dans le développement ou bien je touche plus à ça. T'es arrivé vraiment... J'étais vraiment dans cette impasse, puis je me disais, non, écoute, si j'ai passé à travers tout ça, c'est parce que I'm made for it. Bonjour à tous, ici Sophia Méliani, courtier immobilier chez PMML. Donc pour notre podcast Réseau Terrain, aujourd'hui on reçoit comme invité Paul Sven Adrienne qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Paul Sven, comment ça va? Très bien, merci Sophia, merci pour l'invitation. Bien, avec grand plaisir, on est très content de t'avoir avec nous aujourd'hui dans nos bureaux à PMML au centre-ville. Yes, je suis vraiment privilégié, franchement. Mais avec grand plaisir. Écoute Paul Sven, on te reçoit dans notre podcast aujourd'hui, là. On veut aller vraiment ouvrir un petit peu les yeux de nouveaux développeurs, d'anciens développeurs et des gens qui s'intéressent au marché de développement du terrain. Là, on en parle beaucoup, le terrain, mais le terrain découle souvent vers d'autres choses. Absolument. Toi, je sais, Paul Sven, tu as un parcours très atypique. Tu n'es pas un développeur qui a eu un parcours directement en immobilier. Donc, tu as eu un background dans l'administration. Parle-nous un peu de ça. Parle-nous un peu de, tu sais, c'est qui Paul Sven, tu viens d'où, tu as fait quoi, puis... En fait, mon parcours, j'ai pas commencé dans l'immobilier directement. J'étais en fitness, puis après en administration, et après je suis devenu en real estate. En fait, moi, j'ai toujours aimé le sport, l'entraînement, tout ça. Et j'ai toujours eu un œil sur la santé, comment prendre soin des gens, toujours inspirer les gens. Finalement, ça a commencé, j'avais mon petit gym, je m'amusais, je rencontrais des gens. Et finalement, j'ai été vers l'administration. J'étais en gestion de portefeuille. Donc, c'est là que j'ai commencé un peu le bain de finances un peu. Et en faisant les finances, tout ça, j'ai remarqué que l'immobilier, c'était le secteur qui était plus intéressant, selon moi, au niveau des finances. Et par la suite, j'ai commencé avec mon épouse. Je me rappelle, avec 22, 21 ans, on avait des rêves, des visions, qu'est-ce qu'on fait, comment on commence. Et toi, a commencé dans un sous-sol où on discutait et on a commencé comme ça, on a fait des flips, on a essayé certaines choses, des Airbnb. Et finalement, ce qui m'a vraiment passionné, c'est vraiment les chalets. Donc, j'ai commencé avec un terrain où on voulait vraiment faire quelque chose différent de l'ordinaire. Et tout a commencé là. Fait que ta première acquisition, c'était un terrain. Exact. Puis le chalet, tu l'as bâti par la suite? J'ai bâti de A à Z. Très bien. Donc, c'est là qu'a commencé l'œil pour le développement. En fait, je savais même pas c'était ça le développement. Jusqu'à ce que j'ai vraiment commencé dans les étapes de A à Z, l'acquisition de terrain, comprendre le zonage, que ce soit un zonage qui est récréo-touristique, que c'est un zonage qui permet justement le résidentiel aussi. Et tranquillement, j'étais dans une zone où il y avait d'autres terrains et je trouve à cause de notre vision, on voulait faire d'autres choses aussi. Et c'est là que finalement, j'ai compris que c'est ça le développement de terrain. Donc, c'est là que vraiment tout a commencé vers le développement pour moi. Ben, c'est excellent, c'est excellent. J'aime entendre les histoires des gens de Paul Sven parce que tu vois, c'est inspirant. Des fois, comme toi, tu le racontes en ce moment, tu t'en rendais pas compte que c'était ça le développement. Mais il y a plein de monde qui ont des chalets, qui ont bâti leur chalet, avec leurs parents, avec leur père, avec leur oncle, mais ils se rendent pas compte que c'est ça le développement. Ça, c'est un point très important parce que des fois, j'ai des clients qui me disent « Oh, moi, j'ai jamais fait de développement de terrain, mais j'ai un chalet. » Mais t'en as fait? C'est juste que c'est un projet différent. Tu sais, le terrain, c'est tellement vaste. Il y a tellement de produits, de types d'actifs qui peuvent ressortir du terrain. Absolument. Finalement, on a un terrain, mais on a énormément de choses qu'on peut ressortir. Lire le zonage, comprendre les différents types d'actifs qui peuvent aller dessus, comme tu parlais maintenant du zonage récréo-touristique. Exactement. Il y a des choses là-dedans, puis il y a des petits détails qui font en sorte que c'est là le potentiel du produit. Absolument. Puis toi, quand tu as construit ton chalet, c'était quoi ton plus grand défi quand tu as acheté ce terrain-là? Est-ce que ton plus gros défi était au moment de l'acquisition ou au moment du développement?
Je dirais c'est l'acquisition était quand même simple, c'est le développement. Ouais. Et c'est vraiment lorsque c'était le temps de vraiment choisir l'équipe pour construire, on a choisi tous les matériaux de A à Z. Et surtout, on est entré dans une période du marché où les taux d'intérêt ont changé. Donc, les prix des matériaux ont augmenté. Donc, il y avait beaucoup de défis financiers, je dirais. Okay. Donc, vraiment, le plus gros défi pour nous, c'est vraiment de passer à travers cette fluctuation financière. Oui. Pour soutenir le projet. Donc, c'est vraiment un processus qui a duré à peu près 2 ans, à peu près. Ouais. Et de vraiment trouver le financement pour finaliser les augmentations, etc. Donc, je dirais le défi, c'était vraiment dans ça pour nous, là. C'était vraiment... C'est quand même demandant, ouais. hein? Tu sais, puis je te dirais que l'inconfortabilité dans une transaction, c'est ce qui fait en sorte que le projet réussit ou réussit pas. Parce que si le projet est trop facile... Ouais. Tu n'auras pas nécessairement du bon potentiel de revenus de ce projet par la suite. Plus le projet est compliqué, plus on parle d'argent, plus on parle de grandes sommes, qui fait en sorte que tu vas avoir un gros potentiel. Effectivement. Quelqu'un qui est capable de passer au travers d'un changement de taux en plein transaction ou en plein développement immobilier, où est-ce que les matériaux de construction augmentent, où est-ce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre et où est-ce qu'en même temps, il faut pallier à tout ça parce que faut que tu ailles chercher les sous. Exactement. Exactement. Puis comment, c'était quoi votre solution? Ça, on aimerait ça. Ouais. C'est quoi la solution fait, que tu as trouvée? La solution, c'était définitivement de continuer. C'était pas d'arrêter. On avait l'opportunité d'arrêter et d'aller dans d'autres choses, le vendre tel quel, le vendre à quelqu'un qui va continuer. Mais nous, on a vraiment accroché, on a eu notre foi pour continuer. Ouais. Et c'est vraiment d'aller chercher d'autres ressources financières. Donc, aller chercher d'autres investisseurs, le vendre le projet, présenter le projet comme on veut, le montrer vraiment une rentabilité possible avec le projet. Ouais. Et comme ça, on a attiré plus de finances pour pouvoir finaliser le tout. Et par la suite, la banque a embarqué pour finaliser le prêt. Donc, il faut aller vraiment être créatif, il faut réagir vite. Parce que les entrepreneurs attendent de l'argent, il faut aller là-bas, aller chercher des clients qui sont prêts à investir dans le projet. Donc, je dirais, Sophia, que j'ai beaucoup appris à travers ça. Je ne savais pas que j'étais en mesure de soutenir toute cette charge, mais aujourd'hui, c'est un atout pour moi, pour tous les autres projets qui s'en viennent, tous les autres développements qu'on va faire. C'est vraiment cette expérience-là qui m'a vraiment propulsé vers vraiment le développement. J'aime ce que j'entends, Sven, parce que tu sais quoi? C'est toujours de l'apprentissage. Ouais. Tout le temps. Même le jour où tu vas atteindre un niveau le plus haut dans ta carrière, tu seras toujours en apprentissage. Puis au final, l'immobilier, puis je pense même toutes les sphères, qui sont des sphères où est-ce qu'on réussit, où est-ce qu'il y a beaucoup de succès, où est-ce qu'il y a beaucoup... On est en constante évolution. Ouais. Puis on apprend tout le temps. Puis un projet comme ça peut être la meilleure école pour un investisseur. Vraiment. C'est vraiment un projet intéressant parce que tu es parti from scratch. From scratch. Tu as acheté le terrain, tu as choisi tes matériaux, tu as mis en place ton développement, tu as mis en place ta construction. Ouais. Tu as eu des problèmes pendant le développement du projet, 100%. puis tu es allé approcher d'autres investisseurs. Fait que toi, tu as compris que la banque ne pourrait pas t'aider à cette étape-là. Ouais. Et tu as compris que la seule personne qui pouvait t'aider, c'était des investisseurs passifs, qu'on appelle. Exact. Fait que tu es allé approcher des gens, puis tu as présenté ton projet. Tu as mis en place une étude de marché, j'imagine, pour démontrer le potentiel revenu du projet, Exactement. démontrer le potentiel du locatif. Absolument. Du projet, parce que j'imagine que c'est du locatif. Oui. Puis ensuite de ça, quand les gens ont embarqué avec toi, ben tu t'es en quelque part préparé, non seulement pour eux, mais tu t'es aussi préparé pour la banque. Oui. Parce que en amenant des gens investir sur ton projet pour pouvoir monter ton projet, ben tu viens de faire, en faisant cette étape-là, tu viens de déjà réaliser l'étape 2. Parce que quand tu vas aller voir ta banque puis ton projet est levé, tu deviens automatiquement finançable. 100%. Tu as très bien compris, effectivement. Donc ça, là, c'est une plus-value. Puis ça, des fois, les gens sous-estiment ce côté-là. Ouais. Sous-estiment le fait que dans notre entourage, dans les gens qu'on connaît, dans les gens qui travaillent avec nous, nos collègues, nos amis, notre famille, nos voisins, tous les gens qu'on connaît, on est capable d'aller chercher des gens qui peuvent nous soutenir dans notre projet pour pouvoir aller monter un autre niveau. Ces gens-là, s'ils croient en toi dans ce projet-là, vont croire en toi dans le deuxième. Exactement.
Et sans me rendre compte, j'ai créé un mini réseau pour le développement. Maintenant, tous les projets qu'on fait, on a déjà des partenaires prêts à investir, prêts à aller de l'avant. Et c'est vraiment, comme tu as dit, c'est vraiment being resourceful qu'on dit ça. Oui, exact. À travers tout ça, les gens voient la valeur. Je pense que les gens croient plus en toi que le projet. Ben oui. Je pense que le produit numéro 1, c'est moi et ma femme. Oui. Ils nous voient, ils voient qu'est-ce qu'on fait, ils voient vraiment notre vision. Et par la suite, les chiffres qui parlent. Ouais. C'est là qu'on est capable de mettre la boucle. Puis, je te dirais, j'étais dans une impasse, Sophia, que c'est soit que j'y vais vraiment dans le développement, ou bien je touche plus à ça. T'es arrivé vraiment... J'étais vraiment dans cette impasse, puis je me disais, non, écoute, si j'ai passé à travers tout ça, c'est parce que I'm made for it. Puis vraiment, c'était vraiment un moment de révélation de vraiment aller de l'avant all-in. Et quand when you go all-in, plein d'autres opportunités qui s'en viennent. Ouais. Puis je pense que c'est vraiment une leçon importante pour les auditeurs de comprendre que you have to go all-in. Ben, Il n'y a 100%. pas de façon. 100%. Puis abandonner, c'est pas une solution. Non. Puis essayer de trouver des solutions pour continuer. Tu sais, des fois, là, on est dans une situation où est-ce qu'on se dit, OK, j'ai usé de toutes mes solutions. Il n'y en a plus. Mais c'est là que la solution arrive. Exactement. C'est là que la vraie solution La qu'elle vraie- t'attendait, là, tu vas la Ça, trouver. c'est vrai, Sophia. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai cru, j'ai tout fait, regarde mes Excel, j'ai vu la banque m'a dit non. Non, il y a plus. Et j'étais vraiment surpris qu'effectivement, il y a beaucoup plus de ressources qu'on le pense. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, si j'ai à faire un développement, je peux le faire plus rapidement et avec plus de ressources possibles. Ouais. Ouais. Vraiment. Ouais. Puis dis-moi, quand tu as commencé aussi dans ce projet-là, puis comment tu as choisi tes équipes, comment tu as choisi, mettons, les professionnels qui ont travaillé sur le projet? Est-ce que tu avais une stratégie? Est-ce que tu prospectais différents professionnels? Est-ce que tu y allais? Comment tu y allais? Est-ce que, tu sais, il y a beaucoup de gens, quand ils font du développement, ben ils font soumissionner différents types. Toi, est-ce que tu es allé avec des références? Ou est-ce que tu es allé vraiment magasiner tout ça? Ça, c'est un point aussi que... En fait, j'ai été dans un secteur qui, je voyais déjà l'expansion venir. Maintenant, Ouais. il y a beaucoup d'autres joueurs qui sont embarqués dans le secteur. Je dirais que moi, j'ai été voir ceux qui connaissaient la ville pendant 20 ans. Mm-hmm. Donc, c'est des gens qui connaissent tout le monde, ils connaissent tous les amis du coin, ils connaissent très bien le secteur. C'est ces gens-là que j'ai approchés. Donc, pour moi, lorsque c'était le temps de travailler avec quelqu'un, il fallait que je travaille avec quelqu'un dans le secteur même, Ouais. avec des bons prix, bien sûr. Et je dirais que pour moi, c'est comme ça que j'ai vraiment choisi chaque personne. Je dirais même que je choisissais des gens, pas juste par rapport au prix, mais vraiment par rapport à leur expérience aussi. L'expertise. L'expertise, je dirais aussi l'efficacité, parce que Ouais. des fois, tu payes moins cher. Ça veut pas nécessairement dire que c'est toujours bon. Pas Right? vraiment. J'adore. Ça, c'est du contenu, là, Ouais. qui est incroyable. Ah ouais, Tu ouais. sais pourquoi ce que tu dis, là, c'est tellement important? Parce que, bien souvent, on va magasiner. Ouais. Puis, magasiner, c'est une bonne chose. Mhm. Mais faire ce que tu as fait, c'est encore meilleur que magasiner. Exactement. Toi, t'es pas allé magasiner. Toi, t'es allé prendre le meilleur directement. Puis Exact. c'est important ce que tu viens de dire. J'ai approché les gens qui sont bien nantis dans le secteur et qui ont de l'expérience dans ce secteur-là. Exactement. Et c'est avec eux que j'ai travaillé. Puis ça, là, c'est un win-win. Tu sais pourquoi? Peut-être que cet expert-là, exemple, un arpenteur, Mhm. un urbaniste, un architecte, peut-être que ces gens-là t'ont peut-être coûté 1000, 2000, 3000, 4000 de Mhm. plus que les autres. Exact. Mais au final, est-ce que tu as eu à recommencer tes plans? Non. Est-ce que tu as eu des problèmes au niveau de ton arpentage? Non. Est-ce que tu as eu des problèmes au niveau de ton développement puis de ton dépôt de projet auprès de la ville? Non. Effectivement. Bien, ça, finalement, tu as économisé des sous, possiblement. Exactement. Tu as Et peut-être du payé temps. plus cher, tu as économisé des sous et du temps parce que tu es allé prendre des gens qui connaissent le secteur. Puis ça, c'est quelque chose d'important parce que un professionnel qui connaît le secteur va être beaucoup plus efficace et efficient qu'un professionnel qui ne connaît pas le secteur. Parce que dans le développement terrain, c'est très spécifique. Ouais. C'est comme tisser un tissu. Mhm. C'est-à-dire que le professionnel qui va développer ton produit va connaître les règlements
spécifiques à cette municipalité, spécifiques à cette Exactement. région. L'arpenteur, l'architecte, l'urbaniste. Tu sais, Exact. des fois, là, il n'y a pas nécessairement, c'est pas carré l'immobilier. Il Ouais. faut savoir sortir de notre zone de confort. Exact. C'est pas, fais-moi un plan, puis il va fitter. Non. Il fitera peut-être pas. Peut-être que ton terrain est en pente, peut-être que ton terrain a du rock. Exactement. Puis ça, c'est pas des choses qu'on peut prévoir en avance. Et je te dirais même, Sophia, que ces gens-là, maintenant, c'est eux qui vont s'occuper de mes autres développements. Excellent. Donc, pour moi, c'était pas juste pour moi personnellement. Ouais. C'est que ces gens-là, c'est des gens de confiance. J'ai été tester leurs produits. Je sais leur travail. Ouais. Et lorsque ça vient des autres développements, mais c'est eux qui vont prendre également ces charges-là. Donc, tu as tissé des relations à travers tout ça. Exactement. Et ce qui est important aussi, c'est que quand tu travailles avec quelqu'un qui connaît le secteur, Ouais. tu le sais très bien, Sophia, les terrains, des fois, peut avoir des petites surprises dans les terrains, Oui, mais eux, effectivement. ils connaissent très bien ce sol-là. Ouais. Ça a l'air de rien, c'est comme quelqu'un farmier qui connaît son secteur, oui. qui travaille la terre. Si la patate te va pousser, il va te le dire. Si la patate pousse Exact. pas, il te le dit, là. Mon gars d'excavation, il connaît très bien les terrains. Il dit, ah non, ici, il y a un peu plus de sable. Même si l'expert sort un rapport, Ouais. je te conseille ici. OK, on y va avec ici. Ouais. Je te conseille ton puits ici au lieu d'ici parce qu'ici, là, j'ai l'habitude que ça. Ça, c'est le Ça fun. prend quelqu'un qui connaît, ça fait 20 ans qu'il marche sous cette terre, sous ce terrain-là, pour me dire spécifiquement que ça, tu dois le faire. Mais ça, c'est le fun, Persienne. Tu sais pourquoi? Parce que souvent, les gens font pas la différence entre ce qui a été fait par un expert sur papier, puis ce qui va être fait sur le terrain. C'est pas la même chose. On a beau avoir des études et des professionnels qui vont être capables d'anticiper, de préparer des expertises et des rapports et des études, mais quand on va arriver à creuser, mettre la peine, c'est pas la même chose. Ça veut pas dire que l'expert qui a fait l'étude, il est pas bon. Non. Non. Ça veut juste dire que le terrain, c'est pas aussi facile qu'on le pense. Puis, il faut connaître le produit. Fait que s'attirer, travailler avec les gens qui sont dans le secteur, qui connaissent les choses, ben, c'est une plus-value que tu apportes à ton 100%. projet. Puis, tu ralentis pas ton projet. Non. Parce que, tu sais, ce qui est important aussi dans tout ça, c'est le temps. Parce qu'un projet où est-ce que, dès que la pelle est mise dans la terre, ben, les jours et les heures commencent à être Ça comptés. commence. Ouais. Donc, si on prend pas nos devants pendant le développement, avant la construction, de bien préparer les choses, bien, on peut avoir des ralentissements au niveau de la construction. Effectivement. Les ralentissements au niveau de la construction vont te coûter cher. Oui, oui, madame. Effectivement. Je dirais, ce qui coûte cher, c'est pas les employés, c'est le temps. Tu l'as très bien dit. Moi, je sais pas combien de temps, à cause justement du financement, c'est ma première expérience. Je passais à travers, essayer d'apprendre comment ça fonctionne. Je te dirais que c'est le temps qui m'a coûté cher. Le temps d'attendre pour aller chercher des financements, tout ça, les stabilités du marché. C'est pas le projet en tant que tel. Ouais. Puis effectivement, le plus possible que si j'aurais à payer plus cher, le même prix en moins de temps, ça serait encore meilleur que aller économiser et perdre du temps. Exactement. Que c'est vraiment une valeur que j'ai appris hier. C'est pour ça que les gens qui sont des développeurs aguerris sont prêts à payer des terrains plus chers parce que les terrains sont prêts à bâtir qu'un terrain à développer. Parce qu'on peut pas faire les deux au final. Sauf si on est un big player qui est capable d'avoir une centaine d'employés à l'intérieur. Mais faire le développement et faire la construction, quand c'est un petit projet, c'est plus ou moins facile. Mais un terrain qui est préparé pour le développement va être beaucoup plus payant pour toi, même en tant que développeur. Parce que finalement, tu vas arriver, certaines études vont être faites, le temps va être passé. Je donne un exemple qui est simple. Une étude de caractérisation des sols. Il y a certaines études qu'on peut pas faire en hiver. Fait que si tu trouves ton deal en septembre, octobre, le temps que tu fasses ta promesse d'achat, que tu rentres en négociation, que tu négocies, que ton offre d'achat est acceptée, le mois de octobre, novembre est arrivé, les sols sont gelés. On est obligé d'attendre jusqu'au mois d'avril, mai, puis des fois, dans certains cas, jusqu'à la fin mai, dépendamment de Mère Nature. Donc, on vient de perdre presque 8 mois, 6 mois là, de temps qui nous coûte de l'argent et qui coûte de l'argent aux vendeurs aussi. Parce qu'un vendeur qui prépare pas son terrain avec les bonnes études
à la mise en vente de son produit, ben au final, il fait juste ralentir le temps de vente. Exact. Puis lui, là, ce propriétaire de terrain-là, admettons qu'il y a une hypothèque dessus, ben lui continue à la payer pendant le temps qu'il est en train de vendre son terrain. Tu sais, toi, Paulsven, là, demain, tu me fais une offre d'achat sur un de mes terrains. Moi, là, j'ai aucune étude de caractérisation, aucune étude environnementale, rien du tout. Je te dis, moi, tu le prends tel quel. Parfait. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est sûr que tu vas avoir un prix très, très bas ou tu vas attendre assez longtemps avant que je te donne ton argent. Exactement. Puis qu'est-ce qui se passe? Moi, en arrière, j'ai une institution financière qui m'a prêté des sous ou j'ai un prêteur privé qui m'a prêté des sous. Bien, pendant que toi, tu travailles pour que mon terrain devienne bâtissable ou achetable en quelque part pour s'adapter au marché, ben moi, je paye des intérêts. Fait que ça, tu vois, c'est un point que j'aime beaucoup parce que plus on comprend le marché quand on met en vente, on comprend les défis de développeurs comme toi, ben plus on va avoir des terrains de qualité et des terrains qui vont être développables plus rapidement. Au final, qu'est-ce qui gagne le vendeur? Il te le vend plus cher. Il a peut-être mis 5 000, 6 000 $, dépendamment du produit, bien entendu, mais si on parle d'un petit terrain de 100 000, 150 000 pieds carrés, peut-être un 3 à 5 000 $ en études, mais au final, son terrain, ben, il peut te le vendre 200 000 plus cher. Parce que toi, là, prêt à partir. Tu perdras pas ton temps. Exactement. Puis, si on regarde un petit peu le côté construction, c'était quoi les défis que vous avez eus dans la construction du projet? Construction, je te dirais que c'est les prix des matériaux, je te dirais. Ça, dans nos calculs, on n'avait pas anticipé. On n'avait pas anticipé la croissance que ça allait prendre. Et à cause de ça, ça change beaucoup de choses. Parce que quand ça commence à impacter plusieurs niveaux de la construction, c'est là que 50 $ ici, 100 $ ici, 1000 $ ici, 2000 $, là, ça s'accumule. Et là, on se dit comment on fait. Donc, pour ma part, je dirais c'est vraiment les coûts de construction quand ils ont augmenté. C'est là qu'il y avait un peu de surprise parce que les compagnies, en fait, nous qu'on a choisi de construire, on a été chercher des individus. C'était pas nécessairement toute la construction qui était avec des compagnies déjà établies. Par exemple, je vais prendre un excavateur qui a une compagnie d'excavation. Mais quand ça venait de finir les divisions, finir certaines choses, c'est des gens ici et là du secteur que je prenais pour créer une équipe. Exactement. Pour comme créer une équipe pour finaliser la construction. Et eux, le prix du gyps, quand ça augmente, ben, ça vient de mes poches. Donc, c'est plus là que je dirais que j'ai été un peu inattendu. C'était vraiment dans l'augmentation des coûts. Puis, comment tu as fait ta coordination, en fait? Tu as choisi de travailler avec plusieurs sous-traitants. Puis, tu aurais pu prendre un constructeur qui t'aurait fait un clé en main. Aujourd'hui, est-ce que tu regrettes de ne pas avoir pris un constructeur clé en main versus des sous-traitants toi-même? C'est une bonne question, Sophia. C'est une très bonne question. J'ai réfléchi 10 fois même. Est-ce que j'aurais dû faire? Mais pour moi, je voulais vivre l'expérience. Je voulais vraiment moi-même choisir, être là sur le terrain, savoir c'est quoi. Comme ça, moi, quand c'est le temps d'aider d'autres personnes qui veulent acquérir également, je suis en mesure de leur guider. Je n'étais pas l'entrepreneur général, bien sûr que non. C'est des gens qui étaient licenciés, mais par contre, j'étais un peu à côté de l'entrepreneur général. Donc, non, je le ferai moi-même encore. Tu le ferais toi-même encore. Parce que fallait que j'apprenne certaines choses. Fallait que je sois sur le terrain pour voir c'est quoi les coûts, c'est quoi les ci, c'est quoi les ça. Pour mieux établir un projet. Mais je donnerais beaucoup plus de place à un entrepreneur général, mais je serais quand même présent. C'est bon, ça. Fait que dans le fond, toi, Paulsven, le 4 par 8 de bois, tu veux savoir, il a coûté combien? C'est bon? I need to know what's going on. Pour moi, c'est vraiment hands-on. Comme je dois savoir qu'est-ce qui se passe, combien ça coûte, OK, t'as été où le prendre? Pour moi, c'était une expérience, vraiment. Et moi, je savais à travers cette expérience-là, je suis prêt à tous les autres. Donc, pour moi, c'était vraiment, j'ai payé ce prix-là pour apprendre. Fait que dans le fond, toi, tu t'es créé une auto-formation en quelque part. Exact. Fait que toi, t'as fait vraiment du win-win partout, là. T'as fait auto-formation, t'as fait du développement, t'as fait de la construction.
Puis c'est drôle parce que au final, c'est un projet de chalet locatif. Ouais. Puis on s'en rend pas compte, mais tu as appris presque toutes les facettes de l'immobilier à l'intérieur d'un seul projet. Exactement. Pourquoi? Parce que t'es pas allé acheter un immeuble à revenu. Non. T'es allé acheter quelque chose qui était de la terre que tu pouvais prendre comme ça, mettre dans tes mains. Ouais. Puis au final, maintenant, t'as des portes, des clés, des boîtes à clés, puis t'as des sous qui rentrent dans ton compte à chaque mois. Exactement. Ça, c'est insane. C'est riche comme expérience. C'est riche. C'est riche. Vraiment. Puis tu vois, juste avant, on en jasait tantôt, moi, c'est ça qui m'allume dans le terrain. C'est ça qui m'allume parce que tu pars de quelque chose où est-ce que t'as un petit bout de brindille qui pousse au milieu de la terre, puis qu'est-ce que tu es capable de ressortir de ça? Ouais. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on est capable de créer? Ouais. En fait, le développement terrain, c'est bon pour les créateurs. Effectivement. Les gens créatifs, les artistes. C'est artistique faire du développement. Très artistique. Si t'es pas quelqu'un qui est artistique puis qui est créatif puis tu peux pas vivre dans une zone où est-ce que tu dois tout le temps sortir de ta zone de confort, c'est pas pour toi. Et je m'accroche vraiment à ce que tu dis parce que je disais justement, ce qui m'a allumé dans ça, c'est qu'on a une vision. Ouais. C'est quand t'es petit, tu dessines, tu dis voici ce que je veux voir. Ouais. Et là, tu le crées à tous les jours. Je trouve que c'est une belle façon de faire l'immobilier, effectivement. Ben oui, il y a peu de choses que tu peux créer toi-même from scratch et bénéficier également directement de ça et voir les fruits de tout ça, voir les gens profiter. C'est très gratifiant. Mais ça, c'est bien aussi, Paul Sven, parce qu'au final, tu deviens de plus en plus proche de ton investissement. Puis au final, tu te rapproches de plus en plus de l'humain en faisant ça. Parce que c'est sûr que l'investissement immobilier, immeuble, va toujours rester un investissement excellent. Très bien, oui. Pendant toute la durée que l'être humain va vivre sur Terre, ça va continuer. Le terrain, c'est différent. Parce que tu es proche de tes chiffres, mais tu es aussi proche de l'humain en arrière. Parce que c'est beaucoup de vie, de sociabilité avec l'être humain versus l'acquisition d'immeubles. Ouais. Quand on achète un immeuble, on achète des chiffres. Ouais, on n'achète pas des gens. Exactement. Quand on développe un terrain, très bien dit. On achète des humains parce qu'on tisse des relations. Exactement. Fait que c'est tout un monde différent. Quelqu'un qui est pas sociable, il peut acheter des immeubles. Ouais, exact. Il va acheter des tableaux Excel. Puis, s'il est confortable avec ça, ben, c'est le fun. Moi, je dis toujours à mes clients, il faut toujours faire ce que vous aimez. Moi, j'ai certains de mes clients qui disent, Sophia, moi, j'aime le bâti. Moi, je veux de la construction neuve. Moi, je veux voir des chiffres. Ça, c'est ma capacité au risque. Mm-hmm. En fait, c'est le risque aussi, tout ça. Ouais. Fait qu'il y a certains clients qui sont plus, tu sais, eux autres, là, ils veulent pas des risques. Puis, leur seuil d'acceptabilité, il est à un certain point. Ouais. Fait qu'ils vont aller vers du produit bâti, où est-ce qu'ils ont des revenus, où est-ce qu'ils ont des dépenses, de la stabilité, puis ils ont déjà un potentiel qui est déjà là avant d'engager l'argent. Le terrain, c'est pas la même chose. Si tu veux être stable, je précise, pas dans le développement. C'est vraiment, c'est toi qui crée la valeur. C'est de la création de valeur. Exactement. Ton travail comme développeur, c'est de créer la valeur sur ce morceau de terrain. Ouais. C'est un peu ça. Un peu ça, et, c'est vrai. Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas vraiment de limite, en dehors du zonage, bien sûr. Ouais. Il n'y a pas vraiment de limite à ta création de valeur. Non. Comme moi, quand j'étais le temps de construire le chalet, j'imaginais comment un skieur peut avoir un confort dans mon chalet. Ah, ça c'est le fun. Donc, je vais faire une entrée spéciale pour le skieur. Je vais faire ci, je vais faire ça. Je vais mettre le salon de cette superficie-là, comme ça. Après, le ski va pouvoir se détendre. Donc, c'est tous les petits détails que moi, j'ai créés dans ce chalet-là. Mm-hmm. Et je pense que quand tu es développeur, c'est ce privilège que tu as. C'est que tu crées constamment. Mettons, tu as une vue plus sur ce terrain, mais peut-être tu vas mettre ta maison un peu plus vers ce terrain-là pour accéder à cette vue ou pour le jeu de soleil. C'est des petits détails comme ça, mais en immobilier, c'est très rare que tu as ce luxe-là. De créer tout ça. C'est vraiment le développement qui te permet de faire ça. C'est vrai, le développement te permet de vraiment vivre une passion, puis de rentrer dans un détail comme ça. Le skieur, quand il finit son ski, il faut que je lui prépare un certain confort de quand il va rentrer, quelle porte, tu sais. Ça, c'est des détails
que tu n'auras jamais l'occasion de faire Non. en achetant un immeuble. Non, oublie ça. Mais en même temps, le client qui va louer tes chalets locatifs, Exact. parce que toi, tu as pensé à ces détails-là, ben, il va se sentir tout le temps confortable. Qu'est-ce que tu viens de créer? Tu viens de créer un produit qui a de la valeur, mais tu viens aussi de créer des relations futures. Yes. Parce que le skieur qui a loué un de tes chalets, parce qu'il a été confortable, il va peut-être aller en louer un autre la Exactement. prochaine saison. Mais tu sais qu'est-ce qu'il va dire à ses chums? Non, je reviens à l'autre chalet. Parce que l'autre chalet, là, je n'avais pas à me casser la tête. Ouais. J'avais tout à la bonne place, tout ce que j'avais besoin était là. Puis ça, ben c'est ça qui fait en sorte que les gens reviennent. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on crée une signature, parce que Oui. au final, après tes développements, les gens sont connus pour quelque chose. Tu sais, chaque développeur, les grands développeurs de ce monde, puis qu'on a ici au Québec, au Canada, ben ils ont toute une petite signature. Tu sais, il y a des développeurs qui sont connus pour faire des propriétés de luxe, des développeurs qui sont connus pour faire des propriétés haut de gamme, d'autres qui sont plus efficient, d'autres qui sont plus spécialisés dans le locatif. Puis c'est au final, à travers tout ça, c'est là que tu vas créer la signature Postven Adrienne et que les gens vont commencer à reconnaître tes développements à cause des petits détails comme ça. Fait que là, tu sais, quelqu'un qui commence ou quelqu'un qui a des immeubles, puis il est un peu créatif, il peut déjà avoir sa vision, puis se dire, moi, dans 15-20 ans, je veux que les gens reconnaissent mes développements par rapport à X, Exactement. par rapport à Z. Ça, c'est tellement incroyable parce qu'au final, c'est de la reconnaissance Wow. que tu vas avoir à travers tout ça. Puis, dis-moi un petit peu, moi, ce que je veux savoir dans ton secret à toi, Postman, comment tu as travaillé avec tes équipes? Je sais qu'il y a ton épouse qui est derrière tout ça aussi avec toi, mais comment ça s'est passé? Est-ce qu'on est dans un salon avec des feuilles, des crayons? Y a-tu du monde qui était là avec vous? Est-ce que vous aviez des partenaires qui ont travaillé dans le projet? C'est comment que ça s'est passé, tout ça? Les insights. Les insights, On veut dans ça, les détails. Ouais. Écoute, je te dirais que lorsque ça venait des plans, on a été voir une compagnie spécialisée dans les plans par rapport à ce qu'on recherchait. On voulait un design à jour. Ouais. On a vraiment pris un modèle moderne et sans nécessairement perdre le charme de chalet. Parce que quand tu construis, tu fais un produit, il faut que tu penses au consommateur de ce produit. Très bien. On ne voulait pas juste construire pour construire. Ouais. On voulait quelque chose qui donne entre les deux. Ouais. Parce qu'on réalise qu'il y a une tendance que les gens veulent de plus en plus du moderne, sans nécessairement déconnecter de la nature. Ouais. Donc, on a été voir quelqu'un pour ça. Et on a été voir une compagnie qui fait du profab, qui fait des constructions en usine. Donc, il y a une partie qu'ils ont fait en usine. Ouais. Et nous, ce qu'on a fait, c'est décortiquer complètement cette construction. OK. Donc, on a été avec le gros morceau et par la suite, on a été coupé ici, coupé là. On va faire ça plus grand. C'est important que les enfants qui vont venir, je veux qu'ils jouent là. Donc, on va agrandir cet espace. On va limiter ci, on va limiter ça. Fait que je dirais que au niveau de la création design, c'est vraiment cette partie-là. Après, j'ai été voir mon gars d'excavation, mon gars de sous-sol et tout. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va faire la division? Combien de planches, combien d'auteur que je veux pour mon sous-sol? Je veux pas un sous-sol flat, je veux quelque chose de grand pour que ça soit plus spacieux. Je veux une salle de jeu. Voici ce que j'ai besoin. J'ai besoin d'un éclairage exactement par là. C'est très, là, je vais dans les détails. Très important que la fenêtre soit là parce qu'il y a le soleil qui vient par là. Écoute, j'en reviens pas. C'est il y a tellement de petits détails, je dirais même. Mais les détails, c'est sûr et certain que. Mais c'est qui pensait à ça? Est-ce que c'était toi ou c'était ton épouse? Ma femme est Faut que tu dises la vérité. Ouais, non, écoute, je lui donne, là, ma femme, elle est très, très poussée. Elle est très détaillée. Moi, je suis plus le gars avec la vision, les rêves, et elle regarde tous les détails, tous les angles morts. Oui. Je te dirais, c'est plus elle qui regardait vraiment les détails avec moi. Fait qu'au final, moi, pourquoi je t'ai posé cette question? Parce qu'au final, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il n'y a pas personne qui est capable de faire quelque chose tout seul. Non, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. On est toujours accompagné. Toujours. Puis, ton épouse en arrière, qui a travaillé aussi dans ce projet-là avec toi, en final, c'est un travail d'équipe. Ah oui, j'aurais jamais pu le faire tout seul.
Jamais, jamais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont aidé dans le projet? Oui, il y a eu mon excavateur, j'ai eu un stager, j'ai eu des gars de fondation, j'ai eu un peu de tout le monde en fait. Ouais. Si je calcule le nombre de personnes qui sont investies dans le projet, je dirais facilement 35 personnes. Fait qu'au final, c'est parti d'une histoire dans un sous-sol Ouais, avec toi et ta femme ouais, et qui a fini avec 35 personnes qui ont œuvré sur un projet ouais. pour la réalisation. Wow. C'est Très bien dit, effectivement. C'est fou, hein? Effectivement. On Wow. s'en rend pas compte, Ouais. mais c'est énorme. Le nombre d'acteurs qui sont en arrière de chaque projet Ouais. et de chaque produit qu'on voit sur le marché. Puis moi, je dis toujours, développer, c'est beaucoup d'émotions. Oh oui, Sophia. Oh oui, je savais pas que tu voulais en parler, j'en ai pas parlé. Let's go! Mais oui, écoute, j'ai vécu toutes sortes d'émotions parce que c'était mon premier. Ouais. Et moi, je suis un gars que quand je crois dans quelque chose, c'est rare que tu peux m'arrêter. C'est Ok. rare que j'arrête. Et je te dirais que j'ai appris la sagesse aussi. Ouais. À vraiment faire les choses avec plus de calcul. Ouais. Je te dirais qu'il y a eu des moments que j'ai douté. Même quand c'était fini, je me dis, est-ce que vraiment c'est beau? Ouais. Est-ce que vraiment c'est bien? Est-ce que vraiment ça représente ce que j'avais imaginé? Ouais. J'ai dû me détacher parfois pour revoir la meilleure façon de le faire. J'ai dû des fois m'attacher un peu trop. J'ai dû parfois changer d'équipe, changer de personne. Des fois, c'est pas toujours facile, des conversations de non, t'arrêtes, tu travailles plus dans le projet. J'ai eu des échanges avec la banque qui ont été difficiles, compliqués. J'ai été refusé plusieurs fois. Retourner, retrouver des stratégies, voici comment on va faire. Ah non, ça marche pas. OK, retourner. Donc, j'ai eu toutes sortes de up and down. Franchement, c'est pas pour tout le monde. Je dirais que je savais pas encore. Je me suis découvert à travers le développement. Ouais. Franchement, On je se savais découvre. pas que j'étais, pas que je suis le plus résilient, mais que j'étais autant résilient que je le pensais. Au final, tu vois, les émotions qu'on vit dans un développement, non seulement t'ont appris à te connaître toi-même, Ouais. mais t'ont appris aussi à pouvoir naviguer dans tes prochains développements. 100%. Et t'ont appris aussi que se faire dire non, ça veut pas dire que c'est vrai. Exactement. Ça, je te dis. Moi, le non, là, catégorie, même sur papier, Ça existe c'est pas. un non. Mais moi, je crois qu'il va avoir Ouais. un oui. Je crois fortement qu'il va avoir un Ouais. oui et je vais créer ce oui-là. Ouais. Et c'est là que je pense que le développeur commence. Quand tu es capable de créer oui et non, non, partout. Ouais. Parce que on s'entend, un terrain, c'est un terrain. Ouais. Les gens le voient, ils passent à côté, ah, c'est un terrain, il n'y a rien dessus. Mais ça prend un visionnaire pour être développeur. Ça Ouais. prend quelqu'un qui va au-delà de ce qu'il voit aujourd'hui et Ouais. voit vraiment dans le futur qu'est-ce qu'il y a possible. Ouais. Et je te dirais que ça, je l'avais en moi, Ouais. mais je l'ai découvert encore plus. Mais ça, tu vois, c'est tellement inspirant. On se découvre. Parce que, tu sais, l'être humain, c'est dans les pires moments de sa vie qu'il se découvre puis Ouais. qu'il apprend finalement quelles sont ses forces Oui. et ses faiblesses. Puis, pour moi, il n'y a aucune faiblesse qui ne peut pas se transformer en force. Yes. Puis, c'est ça, en fait. Si on est capable de réussir avec tous les refus qu'on obtient partout, puis que finalement, on est capable de rendre ça concret, ben, on a réussi. On a Effectivement. réussi. Parle-moi un petit peu du marketing de ton projet. Comment tu as fait un petit peu le marketing de tout ça par la suite? Puis aujourd'hui, le projet est déjà construit. Ouais. Puis comment ça va au niveau revenu du projet puis son potentiel? Est-ce que c'était comme tu t'attendais? Au niveau marketing, qu'est-ce qui t'a aidé? Puis au niveau résultat aujourd'hui, est-ce que ça a fonctionné? Donc, ce que j'ai fait au début, c'est que au moment où j'ai eu la vision, j'ai commencé le marketing. Ouais. Parce que je savais que j'allais faire quelque chose dans ce zonage, Ouais. dans cette zone-là vraiment intéressante. Donc, ce que j'ai fait, j'ai vraiment documenté le processus. Donc, je voulais que les gens voient vraiment le step by step. Oh, regarde, c'est un beau terrain. Puis justement, sur notre page Adrian's Cabin, on voit vraiment le processus, la maison qui n'est pas construite, on voit le bois, les gens qui sont en train de travailler. Donc, vraiment, j'ai amené un public avec moi pour voir vraiment cet avancement-là.
Donc, tout ça faisait partie déjà du marketing, sachant qu'on allait dans une direction de chalets locatifs dès le départ. On a attiré d'autres partenaires qui veulent éventuellement acquérir les chalets également. Puis des gens qui ont hâte justement à venir dans notre chalet. Présentement, on est vraiment dans les petits détails, là, les petites décorations, mais on s'apprête à lancer dans quelques semaines, je te dirais. Et je te dirais que la liste d'attente, elle est là. Elle est déjà du travail fait depuis 2 ans avant même que la construction soit faite. Donc, ça, vraiment créer le buzz et non, quand tout est fini, on est là. Donc, fait que toi, tu as fait ça en background. Exact. Au moment de la livraison du produit, tu as déjà des revenus potentiels qui s'en viennent, tes listes sont prêtes. Exactement. Ça, c'est le fun. Dès le départ. Ça, c'est le fun. Ouais. Puis dis-moi, c'est quoi pour toi un bon secteur pour le chalet locatif? C'est quoi que ça prend comme entourage ou service de proximité ou quoi que ce soit pour dire, OK, ça, c'est un bon secteur pour un chalet locatif? En fait, les Québécois, le chalet locatif, ça fait des années que ça existe et c'est une tradition, le chalet. Donc, j'ai dû un peu, mon étude, c'est pas juste des chiffres, c'était vraiment une étude de population en tant que telle. OK. Pourquoi les Québécois aiment les chalets? Qu'est-ce qu'ils aiment dans les chalets? Moi, j'ai été dans un chalet, j'ai aimé. C'est pas juste, j'ai du mal à croire que c'est juste une bâtisse où que tu rentres puis t'es dans le bois. C'est pas juste ça. Donc, j'ai été voir les meilleurs chalets. Et ce que j'ai vu, c'est que les meilleurs chalets ils ont toujours quelque chose autour d'eux qui leur déconnecte de la ville. OK. Et ces choses, ça peut être un lac, ça peut être un ski. Pour nous, c'était un ski. Donc, le ski, c'était vraiment l'indicateur clé que, OK, ici, il y a quelque chose à faire. Un parc national. Un parc national. Ça peut être quelque chose en dehors de la ville. Ça peut être aussi un événement particulier aussi qui se fait souvent là-bas. Donc, ça prend quelque chose comme ça pour choisir un secteur. Maintenant, ce que je regarde aussi, c'est quoi la flexibilité de la ville. Parce que c'est bien beau avoir un beau secteur, mais si la ville n'est pas flexible, c'est plus un beau secteur. Ça reste juste une idée. Ouais. Donc, le secteur qu'on a mis les pieds, c'est vraiment un secteur qui était très flexible et qui cherche les développeurs. C'est quoi le secteur? Il y avait une demande. C'est 5 ans. 5 ans. 5 ans. Ouais. En 2020, c'est là qu'on a commencé justement à magasiner un peu. Et Saint-Côme, c'est une ville qui recherchait justement des chalets locatifs, qui recherchait du développement. Et nous, on a été dans un coin où que le ski était juste à quelques minutes que quelqu'un peut marcher pour aller au ski. Et je me dis, pendant l'hiver, comment je peux servir quelqu'un? Ouais. Et on a le lac qui est pas trop loin. Comment l'été, je peux servir quelqu'un? Ouais. Donc, vu que c'est un produit saisonnier, mais comment je peux servir ma clientèle dépendamment de chaque saison? Donc, c'était un peu ça le calcul pour vraiment savoir est-ce que ce secteur, c'est un secteur qui peut être exploité? Et au niveau de la compétition, est-ce que j'ai beaucoup de compétiteurs ou non? Quand on a commencé les chalets, il y avait à peu près une centaine. Maintenant, on est rendu, Saint-Côme prévoit 1000 et plus de chalets. Donc, la croissance en 3 ans, ça a vraiment été une surprise. J'aime le petit point de la compétition. Ouais. Des fois, quand on voit qu'on est en train de développer dans un secteur puis qu'on voit déjà de la compétition aussi en développement, c'est pas négatif. Non, hein? pas du Parce tout. que ça veut juste dire que ce secteur est en croissance. Exactement. Et c'est positif pour toi. Exactement. Parce que tu me dis, j'ai commencé avec 100 chalets. Là, on prévoit plus de 1000 chalets dans ce secteur-là. Ouais. Mais c'est encore mieux Ouais, parce exact. que tout le monde va vouloir aller là. Ça va être la place pour aller Exactement. louer du chalet. Tu sais, quand là, on parle de chalet locatif, Ouais. mais c'est la même chose pour du multilogement. Exact. Un projet de 200 portes multilogement dans un secteur va attirer la clientèle pour le prochain projet. Parce que si tu as déjà 300 unités qui viennent d'être bâties dans un secteur, ben tu as déjà des gens qui sont prêts à louer ton projet aussi. Exactement. Il y a des rotations. Exact. Des rotations. Puis la rotation fait en sorte que ça crée de la valeur pour tout le monde. Moi, j'ai vendu un projet récemment de 108 logements qu'on vient de notarier, ça fait quelques semaines. Wow. Et on se disait, c'est le premier projet qui va naître multilogement à Sainte-Adèle. Wow. Et là, on est en train de voir des projets poussés dans les alentours. Moi, je suis très contente
Pourquoi? Parce que ça me dit que ce projet qui est le premier va avoir du succès, mais non seulement va créer de la valeur pour le secteur et les autres développeurs. Parce que la personne qui va habiter dans ce projet-là, ben peut-être que son fils va vouloir louer pas loin de maman. Exactement. Peut-être que la copine va vouloir être pas loin de son ami qui habite dans le secteur. Puis c'est là qu'on recrée une atmosphère de sociabilité, puis de revivre entre humains, puis recréer un univers d'échange culturel, un échange entre les êtres humains. Puis en même temps, ce que tu dis ici dans la concurrence, moi ce que j'aime pas le mot concurrence. Moi, Moi, ce que j'aime dire à la place de concurrence, c'est des partenaires. Exact. Parce que non seulement les gens qui vont louer autour qui vont faire des chalets autour de toi, vont fixer des prix, tu sais. Exact. Puis si toi, t'étais trop bas, ben tu vas augmenter parce que ton voisin il est capable de louer à X nombre de centaines de dollars par nuit. Mais au final, vous vous entraidez tout le monde ensemble. Exactement. Ça, c'est incroyable parce que c'est ça le développement immobilier. C'est vraiment que tu as touché tellement de points parce que le développeur doit penser à toutes ces choses. C'est pas juste la construction, la bâtisse, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour, tout ce qui s'en vient. Et je dirais même que un développeur, c'est essentiel pour le développement d'une ville. Oui. Je pense que les gens qui sont dans la ville sollicitent les développeurs pour prendre des décisions. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, nous, on a vraiment un œil sur la société et après, on développe le produit pour répondre à la société, en fait. Exactement. C'est un peu ça notre rôle. Effectivement. Puis maintenant, c'est quoi tes prochains projets qui sont déjà en cours ou que tu prévois? Parle-nous un petit peu de... On a des terrains à Estérel, qui est un secteur qui est très sollicité pour les chalets un peu plus haut de gamme. On a également Saint-Adolphe. On a également un gros projet de 10 lots qui s'en vient également dans le secteur de Sainte-Agathe-des-Monts. Donc, on est en train de travailler sur ces projets. Donc, tu as beaucoup de terrains, ce que je comprends, dans les Laurentides, Estérel, Saint-Adolphe puis Sainte-Agathe, qui sont tous pour du chalet locatif. Pas tous chalet locatif. Estérel plus chalet locatif. Saint-Adolphe, Sainte-Agathe-des-Monts, c'est plus une ville différente. Donc, on va on s'intéresse beaucoup dans les marchés émergents, je te dirais. Donc, là où il y a plus d'activités qui s'en viennent, on voit pas mal des gens déjà implantés. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment ajouter à ce qu'il y a déjà. Donc, peut-être que tu vas t'en aller dans le multilogement. Multilogement, maison résidentielle, semi-détaché également. Très bien. Les gens répondent très bien à ce genre de produits dans ce secteur. Fait qu'on y va vraiment dans cette direction-là. Excellent, excellent. Puis comment tu vois le marché du terrain dans les prochaines années? Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Puis quelles seront les tendances, à ton avis, dans les années à venir dans le terrain? Ce que je pense que les gens vont vouloir plus investir dans les terrains que d'autres produits. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui est plus accessible. Tu vois, peut-être, je vais le spécifier. C'est que oui, il n'y en a pas autant, mais c'est plus accessible et je pense qu'il y a une rentabilité également qui est plus intéressante sur le long terme. Et je pense que les gens vont vouloir diversifier plus vers ça. L'acquisition de terrain. Dans mon réseau, c'est ce que je vois. Les gens, ils achètent des terrains, ils gardent, ils préservent l'argent là. Et après 1 an, 2 ans, soit ils le vendent en projet ou bien ils le vendent à quelqu'un d'autre qui veut peut-être l'acheter. Autre projection que j'ai, c'est qu'on aura besoin d'exploiter les terrains. Parce qu'on s'entend, on est en pénurie de logements, on a besoin de plus d'unités. Et je pense que les gens vont vouloir aller créer cette valeur-là et non déjà acheter ce qui est déjà là. Donc, selon moi, c'est mes prévisions pour le terrain. Fait que tu penses qu'il va y avoir plus de ventes, plus d'acquisition de terrain. Définitivement. C'est sûr et certain que le développement immobilier au Québec s'en va vers là. On n'a pas le choix. On a du pied carré à exploiter. C'est sûr et certain que dans les grandes villes, on parle de ralentir l'étalement et d'augmenter le développement en hauteur et de la densification. Mais c'est sûr et certain que les petites villes qui étaient petites, on dit encore petites, mais on s'en rend pas compte. Ces villes qui sont en périphérie des grandes régions, des grandes villes et des grandes métropoles, sont en train de devenir des villes aussi. Tu sais, moi j'habite Laval. Puis il y a moi, j'ai grandi à Montréal toute ma vie. Je suis une pure Montréalaise qui a grandi dans la ville, les autoroutes, les voitures, le bruit. Puis
j'habite Laval depuis 5 ans. Moi, quand j'étais jeune, là, tu me disais on s'en va à Laval, pour moi, je m'en allais à la campagne. Aujourd'hui, j'habite Laval, on a un centre-ville à Laval, on a tout à Laval. Notre bureau PMML, le deuxième, est à Laval. Laval est devenu une grande ville. C'est fou, mais c'est ce qui est en train d'arriver avec la même chose avec les régions périphériques des grandes villes. Et en ce moment, l'argent est en train de se faire là. Exact. Parce qu'il n'y a plus de place dans les grandes métropoles comme Montréal, comme Québec. De plus en plus, Québec devient très cher. On est en train de voir des prix qui sont en train de ressembler à Montréal, à Québec. Et on est en train de voir que les développeurs et même les investisseurs sont en train de sortir des grandes villes et investir en région parce qu'il reste encore des marges de bénéfices à faire, que ce soit pour de l'acquisition immeuble, que ce soit pour du développement ou de l'acquisition de terrain. Il y a encore de la place. Puis ce qui est le fun dans le terrain, Paul Sven, tu sais c'est quoi? C'est que qu'importe où que tu l'achètes, un terrain prend de la valeur beaucoup plus qu'un immeuble parce que tu vas créer de la valeur. Exactement. C'est sûr que si tu achètes un terrain et tu fais rien, il continue à prendre de la valeur, il en prendra pas plus qu'un immeuble qui te rapporte du revenu. Mais ça reste un détail parce qu'il y a certains terrains que oui. Tu sais, moi, j'ai un de mes clients qui a acheté un terrain il y a comme 25 ans, je pense à 60 000 $, puis il l'a revendu 25 ans plus tard à 12 millions de dollars. Fait que lui, il a fait beaucoup plus d'argent que sur un immeuble. Un bloc, c'est vrai. C'est sûr. Mais ça reste que tu as plus de potentiel de faire de l'argent sur un terrain que sur un immeuble. Parce qu'un immeuble, il est carré. Tu sais. Tu peux pas... Sauf si tu regardes un immeuble comme tu regarderais un terrain. Exact. Parce qu'on parlait l'autre fois avec un autre invité, lui, il a acheté un immeuble, puis il a vu que cet immeuble-là a un terrain qui est assez grand pour en mettre un deuxième. Fait que lui, il a fait une pierre deux coups. Il a acheté un immeuble avec du revenu pour aller se faire financer, puis avec cette acquisition-là, il a eu aussi l'occasion de faire un développement, une construction, ajouter un deuxième immeuble. Fait que ça aussi, c'est une façon de voir les choses. Effectivement. Si tu aurais un conseil, Paul Sven, à donner à n'importe quel développeur, puis n'importe quelle personne qui a peur ou qui n'a pas encore commencé à se lancer dans le développement de terrain, ça serait quoi? Le conseil, ça serait de développer une belle équipe. Et de continuellement chercher la création de valeur. Ça serait ça mon conseil. Fait que toujours continuellement. Toujours essayer de voir comment je peux améliorer ce sol, ce terrain-là. Comment je peux amener plus de valeur. Si tu as une perspective axée sur la création de valeur sur ton terrain, tu vas toujours être gagnant. Toujours. J'aime ça. Mais écoute, Paul Sven, je te remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Sophia. Merci pour ton partage. Merci de me donner l'opportunité de partager. C'est rare que je partage tout ça, mais j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le partager. Que ça inspire quelqu'un qui veut commencer ou qui tourne le pouce, qui hésite. C'est temps d'aller. C'est temps de commencer. Super. Merci beaucoup, Paul Sven. Merci. Puis on te dit à la prochaine. À la prochaine.